Bonsoir à tous, ce monde des arts, le retour, comme on dit dans les séries. On est en tout cas très content, évidemment, de vous retrouver, même si, c'est vrai, on va le dire dans cette émission, pour les artistes, la période est assez crispée, pour ne pas dire inquiétante, voire angoissante. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. On va essayer de voir aussi quelles sont les pistes possibles qui vont être avancées, surtout répondre à une question: quel avenir pour la culture chez nous et ceux qui la font? Alors, autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Linnart. Bonsoir, Madame la Ministre. Vous êtes ministre de la Culture, entre autres, ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci d'être là. En face, Pamela Malampré. Bonsoir, Pamela. Bonsoir. Vous représentez le CCMA, c'est le Comité de concertation des métiers des musiques actuelles. Absolument. C'est juste, et c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et c'est tout nouveau, oui. Il fallait se fédérer en fait dans le milieu. Il était temps, exactement. Il était temps pour mieux se faire entendre, j'imagine. Exact. On va voir si vous allez vous faire entendre, justement. Frédéric Young, juste en face. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Vous êtes, on dit délégué général, c'est ça, pas président, de la SACD, donc c'est la société, je vais le dire une fois, c'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et la SCAM, Société civile des auteurs multimédia. Bravo. C'est bien ça, délégué pour la Belgique. Et puis Pierre Dert. Bonsoir, Pierre. Vous êtes comédien. Moi, je me souviens de L'Œuvre au Noir, que j'ai vu il y a très très longtemps. Très beau film. Oui, il y en a eu d'autres après. Mais celui-là m'a marqué. Et vous êtes aussi président de l'Union des artistes, et c'est à ce titre que nous vous recevons. On aurait aimé évidemment inviter d'autres fédérations. Il y en a plein d'autres représentations de métiers, comme les arts plastiques par exemple, le cinéma, la musique classique. Mais les contraintes sanitaires, vous le voyez, on a un petit peu écarté aujourd'hui, nous ont contraints à réduire notre jauge. Alors, avant de parler des impacts du Covid-19 sur le secteur culturel, voici une petite vidéo comme apéritif, une vidéo qui est devenue virale. On la voit partout sur les réseaux sociaux. Elle est signée par la plateforme Nos Cultures, Nos Futurs. Sophie, Allô? Y a quelqu'un? Bénédicte, Vous m'entendez là? Allô? Pierre-Yves, vous m'entendez, Pierre? On n'entend rien. Pierrot, Vous m'entendez ou pas? C'est quoi la petite musique d'attente? Y a quelqu'un? c'est fou ça. Allô? C'est pas qu'un problème de son, hein. Je crois qu'il y a un peu de mauvaise volonté aussi. Ça dépasse complètement. Voilà pour cette vidéo concert, expo, spectacle, tournage annulé, tout ça annulé. Plus de 200 000 travailleurs tout de même en Belgique qui sont concernés. Un secteur qui est touché, qui est à l'arrêt à 90%, et des travailleurs qui se demandent, vous l'avez entendu, s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Madame Linnart, on a entendu Bénédicte dans la vidéo. Et donc j'avais effectivement déjà vu la vidéo et j'avais surtout déjà rencontré pas mal de représentants des artistes et des techniciens qui sont effectivement nombreux à être touchés par cette crise. Et donc depuis la mi-mars, on s'attelle à essayer de trouver des réponses pour l'urgence. C'était le plus important, mais aussi maintenant à travailler sur le déconfinement du secteur et puis aussi sur le redéploiement, puisqu'on sait que le secteur culturel va être touché pendant bien 2 ans minimum par l'impact de cette crise. Et donc, mais ça ne va pas se terminer comme ça, évidemment. On parle de ça ne se terminera pas avec un déconfinement comme certains secteurs pourraient s'arrêter, ou en tout cas plutôt reprendre du jour au lendemain. Ici, il y a par exemple la relation au public qui doit être pensée, et donc il y a effectivement plein d'enjeux. On a répondu en partie à l'urgence, c'est une première chose, avec des mesures de soutien. Maintenant, on travaille sur le reste, avec entre autres les partenaires autour de la table. On va en parler avec eux. Ce qu'on déplorait quand même au début, ce que les artistes déploraient, c'était le silence des autorités politiques. Moi, je me souviens d'un article qui n'est pas si vieux d'ailleurs, où Michel Kesselenbogen, directeur du Théâtre Le Public, parlait du manque d'écoute de la ministre. Il parlait de vous, il disait que le manque d'écoute de la ministre était un scandale. Oui, et donc pendant cet article, je m'en souviens bien, pendant que cet article paraissait, on était déjà depuis plusieurs semaines en concertation avec les différents secteurs. Ça veut dire quoi, que la communication ne passait pas bien? Ça veut dire qu'on ne s'est peut-être pas parlé suffisamment entre M. Kesselenbogen et moi-même à ce moment-là, mais en tout cas, la concertation a lieu et je n'imagine pas de travailler autrement qu'en concertation. On voit aujourd'hui que si on a pu remettre au GAY, ce groupe qui étudie comment sortir du confinement, si on a pu remettre des idées et des propositions, c'est parce qu'on a travaillé avec chacun des secteurs pour dire, voilà, on imagine que pour les arts de la scène, pour le cinéma, pour le secteur musical, c'est comme ceci qu'on devrait être déconfiné. Donc le travail est bien là, il n'est pas fini.
Loin de là. Ce démarrage qui a été long à se mettre en route, vous l'avez senti aussi, pas mal à Malempré, quand on a commencé à supprimer tous les festivals de musique d'été, etc. Oui, ça a d'abord fait un effet, évidemment, comme pour tout le monde, une douche froide. Ouais. Et puis très vite, on s'est demandé comment on allait s'organiser. Et surtout, on a pensé très vite long terme, puisque on sera avec l'ORECA, le secteur qui aura le plus de mal à reprendre. Ça, c'est une certitude. Au niveau de la musique, puisque c'est mon secteur et que je ne peux parler qu'en son nom, en fait, ça nous a permis de nous fédérer et c'est comme ça que le CCMA est né. Donc, c'est vraiment une volonté de se dire, tiens, au niveau de la musique, on n'est pas représenté. On a quelques gens, quelques personnes... un peu chacun pour soi, c'est ça? Oui, quelques personnes, des gros bonnets qui prennent la parole, mais on ne se sent pas représenté parce que la majorité des acteurs n'ont pas les mêmes réalités. Donc, le CCMA rassemble maintenant différentes professions actives au sein. Pour que les gens comprennent, ce n'est pas que les musiciens. Ah non, bien sûr que non, donc c'est pour ça. Ça va jusqu'aux attachés de presse en fait. On a les attachés presse, les bookers, les managers, on a les labels, on a les salles, on a les artistes bien sûr, et on a les maisons, les disquaires qui vont se joindre à nous, les éditeurs aussi. Donc on essaie vraiment d'être le plus exhaustif possible. Donc la liste reste ouverte. Ouais. On veut vraiment avoir un espace de concertation pour tous nos métiers et être un organisme de référence aussi pour s'adresser aux politiques. Et je signale que la Fédération des arts plastiques est née aussi un petit peu de cette période. Donc il y a quand même un peu de bon, on va dire. Et c'est plus facile d'avoir une seule fédération en face de soi pour discuter évidemment qu'un éparpillement. C'est en même temps plus facile, mais en même temps, ça ne correspondrait pas à la réalité et à la diversité du secteur culturel. S'il y a autant de fédérations, et moi je me réjouis que des nouvelles fédérations existent parce que ça permet aux artistes et aux techniciens d'être représentés. S'il y en a autant, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de diversité. Et donc, pouvoir identifier alors des représentants pour échanger et faire remonter vers le politique qui est là en fait pour accompagner finalement les différents secteurs, c'est essentiel. Ouais. Depuis le début de mon mandat, je travaille beaucoup en concertation. Je vais aussi très fort sur le terrain. Cette partie-là, je ne peux plus le faire. Mais donc, moi, je me réjouis de voir que des nouveaux interlocuteurs et interlocutrices soient présents, puisque c'est comme ça qu'on peut avancer de la meilleure manière. Et les techniciens du spectacle sont aussi chez nous. Je pense que dans la liste, j'ai oublié de les mentionner. Et on n'en parle pas souvent des techniciens. Malheureusement. Pierre Dert, c'est vrai que vous représentez l'Union des artistes. Vous allez frapper à plusieurs portes. On vous voit beaucoup en ce moment parce que le problème, c'est que, par exemple, pour le statut des artistes, c'est une compétence fédérale. Donc, il faut aller plutôt voir du côté de Sophie Wilmès et consorts. D'ailleurs, il y a une réunion interministérielle, comme on dit, qui s'est tenue lundi, où vous avez pu exprimer avec d'autres. Je crois que Frédéric Young était là aussi. Non, pas lundi. Ce sera là demain, vous. Vos doléances. Les lignes bougent tout de même, j'ai l'impression, non? Par exemple, sur cette fameuse année blanche. Les lignes bougent parce que, en fait, nous avons décidé avec l'Union des artistes d'adhérer à Nos Cultures, Nos Futurs, qui est une plateforme provisoire. Dans un an, elle sera peut-être plus là, on verra, peut-être, j'en sais rien. Et toujours est-il qu'on ne sait pas. Il y a une grande inconnue là-dessus, mais on ne sait pas notre slogan, on ne sait pas. Notre slogan, c'était Allô Sophie, tu vois. Et un jour, moi, j'ai eu un coup de fil, quelqu'un qui m'a appelé Allô Sophie. C'était pas Sophie, mais c'était quelqu'un du cabinet de Sophie. Wilmès, voilà. Et donc, on ne pouvait pas, alors on s'est posé les questions, Frédéric était inclus à un moment donné dans le groupe, de se dire, doit-on accepter ou refuser? Mais on ne peut pas refuser quand un slogan et une demande essentielle est, nous voulons être entendus par le fédéral, que le fédéral vous appelle, vous ne pouvez pas refuser. Ça n'aurait pas eu de sens. Ça n'aurait pas eu de sens. Ouais. Et donc, par contre, ça a été très complexe. Je pourrais vous raconter ça en détail. Très complexe en interne alors, dans vos milieux respectifs. Très complexe parce que la demande était quoi? C'était bonjour, nous voulons vous rencontrer pour une rencontre avec la Première ministre dans 2 jours. Donc mercredi pour vendredi. Ah oui, d'accord. Ouais, avec 5 personnes. Quoi. Et moi j'ai dit quoi? J'ai dit non, je voudrais 6. Enfin, nous aimerions 6, hein, Fred. C'est comme ça que c'est passé, Frédéric? Fred, oui, hein. Je ne vais pas contester ce que dit Pierre, mais c'est lui qui l'a vécu en premier lieu. Oui, voilà. Et donc, on a demandé des parités multiples, si vous voulez. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Parité homme-femme, parité de secteur, parité de métier, de discipline artistique. C'est pas gagné, cette histoire de parité. Je peux dire un mot là-dessus. Oui, en fait, le mouvement vraiment d'exigence, de revendication de tout le secteur, parce que tout le monde s'est associé à ce message, a en fait amplifié la demande, mais nous n'avions pas encore eu le temps de construire un outil qui permettait d'associer toutes les fédérations, tous les professionnels, la musique, le livre, les arts plastiques, etc. C'était panique à bord alors Non, mais c'était très compliqué parce que c'était pas la demande. L'outil n'était pas en place et donc les discussions entre
les gens pour savoir qui devait aller, quel message il fallait tenir, comment prendre contact avec nos homologues flamands. Oui. Tout ça a dû s'improviser en quelques jours et ça a été vraiment, évidemment, fort compliqué parce que les enjeux, on n'est pas dans une situation qu'on a vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce que nous vivons ici, c'est une crise transversale de tous les secteurs en même temps. Et donc, les réponses doivent être transversales, mais aussi la tension est évidemment énorme. Mais ça s'est bien passé. Je voulais juste dire tout de même, parce que le résultat est important. Bénédicte Linard, notre ministre de la Culture, était là, présente aussi. Ce rendez-vous, dans l'urgence, parce que former un groupe représentant, combien on est? On dit qu'on est 250 000, c'est ça? Je ne sais pas si ce chiffre est juste. 250 000. 250 000, oui, on devra nous le prouver un jour, ce serait bien. Mais en fait, être en face de tout le monde, là, vous voyez, tous les ministres de la Culture, francophones, toutes les régions... Et ça s'est bien passé. Et en fait, on était bien partagés en parité, quoi. Le problème, pour que les gens comprennent bien, c'est un problème, je parlais d'angoisse au début, mais c'était vraiment ça, c'était un problème de survie pour les artistes. Pour permettre le problème du statut d'artiste, et le problème en fait du secteur artistique existe depuis bien longtemps et la crise n'a fait que le mettre en lumière et peut-être nous a permis de nous rendre compte qu'il était temps peut-être de s'allier pour se battre pour les mêmes causes. Et la question du statut d'artiste est quand même quelque chose qui est abordé depuis très longtemps au sein de Fakir notamment, au sein de la RISA, c'est ça, des auteurs, interprètes, oui, compositeurs, merci. Et donc du coup c'est vrai que c'est des choses qui étaient en trame de fond depuis un moment, mais qui commencent à se cristalliser maintenant. Ce qui était intéressant lundi, c'était qu'autour de la table, il y avait des représentants et des représentantes des différents secteurs culturels, qu'ils soient néerlandophones ou francophones, et que l'ensemble des revendications ont pu être portées face à des ministres qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, puisque ce sont des niveaux de pouvoir différents. Et donc c'est très rare, et c'est depuis que cette conférence interministérielle culture existe, que par exemple la ministre de l'Emploi soit à la même table que les ministres de la Culture, par exemple. Et donc la Première ministre a organisé cette rencontre, et c'était une bonne rencontre pour faire relayer les préoccupations, que ce soit en matière de chômage temporaire, que ce soit en matière de droits d'auteur et d'allocation de chômage. Et il y a des avancées, je pense, qui ont pu découler de ça. Et moi, ce qui m'a très fort marqué aussi, et qui a peut-être un message qui est très peu connu, c'est qu'en fait, le monde culturel, la première chose qu'il souhaite, c'est travailler. Et donc, c'était le message... C'est bizarre de devoir dire ça, non? Mais oui, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, dans le grand public, on pense que les artistes, ce sont des gens avec la fleur au fusil, avec un esprit bohème, des rêveurs, qui en fait sont là pour nous divertir parfois, qui peut-être travaillent. En fait, non. Le monde culturel, ce sont des travailleuses, ce sont des travailleurs. Et de la même manière que l'entièreté des secteurs qui sont touchés par la crise, on doit leur offrir des réponses aujourd'hui. Ça veut dire, Bénédicte Linard, que le politique... en grand, tous les politiques ne connaissent pas le monde culturel ou pas bien? Je pense qu'effectivement, c'est très complexe et chaque filière a un peu ses façons de travailler, son marché, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que... ils le connaissent ou pas? Non, pas très bien. Pas le fédéral. Honnêtement, pas très bien. Non, mais même, je veux dire, il n'y a pas énormément de responsables politiques qui connaissent bien le fonctionnement du secteur culturel. Mais ce qui se passe, c'est que ce qu'on découvre effectivement, c'est que les artistes travaillent non-stop. Ce n'est pas le problème qu'ils chôment. Le problème, c'est qu'ils travaillent et qu'ils ne sont pas payés pour ce travail. C'est ça. Et donc, ce qui apparaît tout à coup, c'est effectivement ce problème qui est relancé depuis une trentaine d'années, qui est de dire comment est-ce qu'on finance le travail artistique. Et la solution actuelle, qui est de considérer que ce n'est pas la communauté française ni les régions qui sont responsables de ça, mais la solidarité du chômage, ne fonctionne pas. C'est l'emploi, quoi, c'est ça. Par contre, on est dans une situation qui est un peu paradoxale, parce que, vu la crise du Covid, pour le coup, il y a des tas de gens qui sont au chômage. Oui. Mais ça, c'est tout à fait particulier. Alors là-dessus, il y a eu effectivement des demandes qui ont été faites lundi. Est-ce que, ça va être examiné, est-ce qu'il y a eu des décisions déjà où il faut encore attendre un petit peu, par exemple, sur cette année blanche? Est-ce qu'elle a été actée? Oui ou non? On a eu 9 mois. On en veut 12. Ça veut dire quoi, concrètement? Donc vous en vouliez 12 de mars à mars. Madame Meuille, la ministre de l'Emploi, s'arrêtait à juin. OK? Nous, on a dit qu'on voulait une année blanche. On était confinés quand? Le 13 mars. Oui. Mars 2020, mars 2021. Donc ça s'appelle une année, c'est clair. Tout le monde comprend. C'est pas qu'on l'a pas. Maintenant, on nous parle de fin décembre. C'est pas mal. On a 9 mois. On demande 12.
Et donc, voilà, notre rôle ici, enfin le mien en tout cas, sera de continuer à demander 12 mois. Mais 12 mois de quoi? Quand on nous propose juin, comme Mme Meuil nous le proposait, c'est-à-dire par exemple pour le renouvellement du statut, je ne rentre pas dans les détails, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin de prouver 3 contrats. Et quand on en a 2, ça ne convient pas, vous avez une dégressivité des allocations de chômage. Donc on touche moins de chômage. Oui, et quand Mme Meuil nous dit, vous pourrez prouver votre 3e contrat si vous n'en aviez que 2, jusqu'en juin. Mais en juin, il n'y a pas de travail sur le marché de l'emploi. Comment voulez-vous qu'on puisse prouver ce 3e contrat? Grâce à ces propositions de loi et je dois dire cet arrangement politique où plusieurs partis se sont arrangés entre eux aussi, comme nous devons nous arranger entre nous, eh bien nous avons obtenu déjà 9 mois. Maintenant, voilà, chacun poussera la chandelle jusqu'au bout. Les gens qui nous écoutent peuvent se dire, mais d'ici décembre, le travail va reprendre, les comédiens vont retourner sur les planches, les musiciens vont jouer. Non, je pense qu'on va expliquer dans l'industrie du livre, par exemple. Oui. Tout est impacté pour au moins un an et demi. Pourquoi? La moitié des projets qui devaient être édités dans les mois qui viennent sont annulés. Annulés. Dans l'autre moitié, une partie importante est reportée de 6 mois à 1 an. Ce qui veut dire que tous les programmes de travail vont être décalés et qu'il y a une incertitude énorme pour les auteurs de livres, de BD notamment. On a beaucoup d'auteurs de BD dans notre communauté de grande qualité. En fait, ils sont confrontés à une incertitude totale et les éditeurs ne peuvent pas leur répondre parce que ça dépendra de comment les librairies vont fonctionner. On a élaboré avec le Pilène, qui est le représentant du monde du livre, on va l'appeler comme ça, un soutien au secteur du livre qui touche en fait tous les maillons de la chaîne, qu'on parte de l'auteur jusque la librairie, la bibliothèque, mais en pensant aux traducteurs, aux éditeurs, etc., aux éditrices aussi, aux imprimeurs. On a imaginé un soutien qui puisse aller aider l'entièreté de cette chaîne, et c'est sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que ça c'est dans le giron, dans le champ de mes compétences, entre autres un achat massif de livres à court terme, entre autres par des opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont parfois en phase avec ou en lien avec des publics qui sont éloignés de la lecture. Par exemple, on permettrait au secteur, aux bibliothèques, donc via les communes, mais aussi au secteur de l'analphabétisation, au secteur qui permet de soutenir les articles 27. Vous savez, ces aides qu'on donne aux publics éloignés de la culture pour pouvoir avoir accès à la culture. Ces gens-là pourraient recevoir de l'aide pour acheter massivement des livres. Donc ça aide toute la chaîne du livre et en plus, d'un point de vue social, il y a une accessibilité à la culture. On a imaginé, ça va se faire ou c'est de l'imagination? C'est sur la table du gouvernement qui en discute pour le moment. Bon, et donc, moi, j'espère très fort qu'on va pouvoir sortir. Et il y a aussi une aide aux auteurs. Oui, mais les discussions sont importantes en amont pour construire correctement l'aide et on l'a fait avec le secteur du livre et puis fatalement le gouvernement doit décider et ça c'est normal. Mais donc moi j'ai bon espoir que ça puisse aboutir à très très court terme et donc il y a aussi toute l'aide aux auteurs et aux autrices qui, on le sait, ont vu des projets mort-nés, avortés et en fait il y aura un soutien pour ces projets-là spécifiquement qui n'auraient plus pu voir le jour et qui auraient été complètement abandonnés. Pierre Berthe. Moi, je voulais réagir. Je suis bien sûr solidaire de tous les secteurs. Je pense aux plasticiens, aux musiciens, classiques, lyriques, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je pense aussi, en fait, vous savez, il y a deux projets de loi qui ont été refusés à la Chambre en urgence. Donc, en gros, on leur a refusé l'urgence. PS et Écolo Groen. C'est pas qu'ils ont refusé, hein. C'est la Chambre qui a... Oui, c'est des propositions. Oui, c'est ça, des propositions ont été refusées. C'est pas les partis, là. Oui, mais pas les partis. Non, c'est pas les partis. Non, c'est ça. C'est important de dire. On a dit qu'il n'y avait pas urgence quelque part. Moi, je suis en train de dire qu'il y a urgence. Donc, je suis en train de dire qu'il faut... Et l'urgence, c'est quoi? On sait qu'on a des fonds, il y a eu des millions. Bon, pas énormément. Pas énormément, hein, tout de même. Et c'est toujours 8,4 millions, vous avez remarqué 8,4 millions à la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Bruxelles-Capitale 8,4 millions, 6 millions pour le cinéma, mais tout d'un coup, bon, il faut tout de même y aller, hein, à côté des autres pays européens, et on se dit, tiens, et la région Wallonne, et qu'est-ce que ce fonds d'urgence fédéral? Et pour aider qui et quoi, en fait? Et pour aider, en fait, je pense, si je peux me permettre, c'est une de nos mesures qu'on a proposées à la Première ministre lundi, c'est pour aider aussi toutes celles et ceux qui ne pourront pas vraiment remplir leur frigo en fin de mois, même avec un chômage temporaire dont on dit que c'est 2 750 € le plafond maximum. Il y en a beaucoup comme ça? Mais c'est pas 2 750 €, c'est en fonction de votre barème au niveau des commissions paritaires à laquelle vous appartenez. Je ne rentre pas dans les détails, c'est parfois 1 200 €. Ouais. Quand vous avez 1 200 €, monsieur, et que vous n'avez pas derrière vous une famille qui peut vous aider, que vous n'avez pas non plus, par exemple, un matelas de finances
dans lequel vous pouvez puiser, que vous avez un emprunt, un loyer à payer. Moi, je demande simplement, au nom d'une partie du secteur, pas de tout le secteur, certains me diront peut-être que j'ai tort, je demande qu'on acte l'acte de solidarité, de ne pas mettre sur le côté de la route toutes ces personnes qui seront proches du CPAS, mais même pas éligibles au CPAS. Ouais. C'est ça que je demande. Parce qu'on parle, on parle du statut d'artiste, on dit voilà, le statut d'artiste peut être prolongé, mais il y a les gens qui n'ont effectivement même pas le statut d'artiste. Et nous en avons un aperçu avec un petit fonds, alors minuscule, de micro-aide qui s'appelle le Fonds Sparadrap, que nous avons créé avec Alain Éloi et l'Union des artistes. Un tiers de nos membres sont au statut d'artiste, donc un tiers dans des statuts un peu plus stabilisés, indépendants ou autres, mais extrêmement pénalisés par la crise, et un tiers n'ont pas rien, aucun statut. Dans la musique, c'est pareil, Pamela? Oui, sans doute. En fait, ici, on est en train, au sein de chaque fédération, de faire un peu un cadastre, parce qu'on aimerait bien justement avoir une image très claire du secteur. Et comme on vient de se fédérer, on est en train de faire justement tous ces cadastres. Et avec les aides qui ont été proposées par Bruxelles, par la Wallonie et puis par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ici, on est en train de voir qui a eu accès à quoi. Et on s'est déjà rendu compte de quoi, puisque par exemple, à Bruxelles, certains codes NACE excluaient... En fait, au départ, ce sont des données uniquement statistiques, mais ce sont des codes qu'on reçoit quand on a inscrit une activité. Donc, si vous créez une SBL ou une société, vous allez recevoir un code en fonction de ce que vous faites. Et en fait, c'est donné un peu de manière aléatoire et on ne s'en soucie pas trop jusqu'à ce que ça définisse l'accès à une aide, où là, c'est tout à fait nouveau. Et donc, du coup, donc, le secteur culturel n'a pas pu bénéficier de cette aide et en région wallonne, c'est toutes les ASBL qui ont été rejetées de cette aide, alors que les ASBL viennent justement d'être reconnues comme des entreprises à part entière. Elles sont soumises aux mêmes directives. Ça crée beaucoup d'angoisse, sans doute. Je voudrais quand même signaler aussi qu'il y a des initiatives citoyennes, parce qu'on parle beaucoup de politique et de formation professionnelle, etc. Mais je pense au Fonds Sparadrap que vous connaissez. Ça a été lancé par le comédien Alain Éloi, qui s'est associé avec l'Union des artistes. Et donc, je pense aussi à l'SBL Les Amis de ma mère, que vous connaissez sans doute aussi ici, qui a lancé... Donc là, c'est des parents d'artistes. Ils ont lancé le hashtag je parraine mon enfant ou les artistes le temps du confinement, où les citoyens sont amenés à aider, à verser de l'argent. Est-ce que c'est le rôle du citoyen de venir au secours des artistes? Donc, on peut toujours saluer la solidarité. Maintenant, il faut appeler un chat un chat. C'est aussi parce que les pouvoirs publics, dans ce temps de crise, ne prend probablement pas la part qu'il peut prendre. Alors, est-ce qu'on pourra... Y compris la Fédération Wallonie-Bruxelles? Mais donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait des premiers pas, mais ce n'est pas suffisant, et je le sais, et on continue d'y travailler. Et donc, on continue de travailler sur les aides, mais aussi sur le déconfinement, je l'ai dit, et sur le redéploiement. On sait qu'on va devoir travailler sur le long terme, et on y travaille déjà. Elle sera comment la rentrée, Bénédicte Linard? Et donc, elle sera multiple, puisque, en fonction des experts scientifiques, il va y avoir, je pense, des temps de rentrée différents. Par exemple, faire des répétitions ou reprendre en studio, ce n'est pas la même chose que de se retrouver dans une salle, on appelle ça une jauge, une salle de 1000 personnes, ce n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'on pourra aller en septembre? Est-ce qu'on peut dire aux responsables de théâtre qui nous écoutent et au public, oui, vous pourrez aller au théâtre en septembre ou en octobre, par exemple? Alors, on a travaillé pour faire en sorte que le plus d'activités puissent reprendre, avec des différences entre l'extérieur et l'intérieur, le public, en automne, il pleut, le public ou pas le public. Et il y a des idées vraiment innovantes sur la table, mais ce n'est pas cette fois-ci dans les mains de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ce groupe d'experts qui étudie le déconfinement, qui a ça dans les mains maintenant et qui, après, communique leurs avis au Conseil national de sécurité. J'espère que pour le 3 juin, il y aura des informations sur le sujet, en sachant que, il faut quand même le dire, cette crise a encore des inconnus d'un point de vue sanitaire. Et donc, on ne sait pas toujours donner des dates précises, surtout, même si on peut déjà avancer. Les musiciens et les acteurs et les comédiens, on peut jouer devant un public masqué et dispersé dans une salle, ça ne vous dérange pas? Si ça nous dérange, on ne veut pas. On ne veut pas jouer masqué, c'est pas possible. Non, peut-être pas jouer masqué, mais devant un public masqué. Devant un public. Ou alors la comédia dell'arte, mais écoutez, moi j'ai cette image que vous avez vue sur les réseaux sociaux d'une salle de spectacle vide, de place où vous voyez les fauteuils, et puis un avion. On sait que Ryanair et d'autres compagnies aériennes vont reprendre très rapidement leur vol à destination de l'Europe dans différents pays. Quand vous voyez que vous allez avoir 257, on m'a dit 257 personnes dans un Boeing, je ne sais pas lequel, et que vous interdiriez 48 personnes, par exemple, je dis n'importe quoi, à Villers-la-Ville en plein air, je me poserai des questions. C'est ce que nous nous sommes permis de dire à la Première ministre lundi. C'est-à-dire, faites des généralités, mais acceptez aussi qu'il y ait des cas particuliers. Elle vous a répondu?
Ils sont en train de travailler dessus. Demain, il y a une réunion. Demain, c'est la fameuse... enfin, c'est les fameux représentants, les auditions, pardon, merci, devant la Chambre qui vont se succéder. Matin et après-midi, vous serez là aussi. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. La musique n'y sera pas. Tous les secteurs ne seront pas là, c'est vrai. Ça fait fort discuter. Je peux dire une chose qui me semble en une phrase. Allez-y. Dans le contexte où on est, c'est fondamental que les pouvoirs publics francophones se rassemblent aussi. J'ai dit que les fédérations professionnelles doivent se rassembler. C'est vrai des pouvoirs publics francophones, la communauté française, les régions. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, la région wallonne n'est pas en pointe sur le sujet. Les pouvoirs locaux, les communes, les provinces, on a besoin d'avoir nous aussi un interlocuteur institutionnel globalisé. Et cette fragmentation, elle est vraiment vécue de façon insupportable par le secteur. Mot de conclusion, la rentrée, la culture, et donc, un avenir pour la culture. La rentrée a commencé pour certains secteurs et j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer le plus vite possible dans le respect des règles de santé pour chacun et chacune, mais qu'on puisse avancer et rouvrir la possibilité d'accéder à la culture. Allez, on espère vous croire. On sera très attentifs. Merci à tous. Bonne journée demain à la Chambre. Il y aura des choses à dire à mon avis et on va vous suivre attentivement ici à BX1 et les spectateurs, les téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir. Merci.